Avez-vous déjà entendu parler du concept de produit minimum viable? Ce soir, on va effectivement parler de Minimum Viable Product. Quand j'avais 11-12 ans, je jouais à un jeu sur navigateur où t'élevais ton poulet de combat. Alors aujourd'hui, c'est halte au perfectionnisme. Pourquoi Halte au perfectionnisme? Tout simplement, le perfectionnisme. Ça se manifeste de deux façons. C'est pas ça dont je vous parle. Est-ce que vous êtes perfectionniste ou productif? L'idée étant que si on avait entendu des criquets, on aurait emballé nos valises. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui a commencé de façon très minimale. Et d'ailleurs, si vous allez voir notre site internet, c'est encore le cas. Ça a été fait vraiment très rapidement. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul de sellingmachine.fr. Donc aujourd'hui, on parle du sujet du MVP, donc du Minimum Viable Product, qui est un terme qui est souvent utilisé en Silicon Valley pour décrire un produit qui est lancé rapidement avec le minimum de fonctionnalités nécessaires pour être utile. C'est-à-dire quelque chose qui est lancé avant d'être parfait et quelque chose qui est lancé le plus vite possible. C'est le cas en particulier du podcast Nomade Digital, comme on en parlera tout à l'heure. Avant de commencer, bien sûr, la façon dont on a fait notre MVP à l'époque, c'est qu'on vous demandait de nous faire des retours sur la qualité de nos premiers épisodes pour savoir si on allait continuer à faire le podcast. Au final, c'est toujours le cas. Si vous appréciez le podcast, on vous serait reconnaissant de prendre quelques minutes pour nous laisser une évaluation sur iTunes. Donc pour faire ça, vous pouvez vous rendre sur iTunes et taper Nomade Digital, ou alors vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com pour nous laisser une évaluation qui nous aide, nous, à continuer à promouvoir ce podcast. Donc, un MVP, on l'a dit, c'est l'idée d'avoir un produit minimum. Donc, c'est une façon de commencer rapidement. Paul, est-ce que tu te souviens combien de temps ça a pris entre le moment où on a commencé à parler ensemble et le moment où le premier épisode de Nomade Digital a été disponible sur Internet? Ouais, non, je pense que ça doit être 1 ou 2 semaines et encore c'est de ta faute parce que faut savoir que Stan et moi, à ce niveau-là, on est très différents. Moi, je suis le genre de mec à dire si jamais on se capte sur Skype, tiens, si on enregistre les épisodes. Stan, il a un calendrier, quoi. Faut attendre. Donc, je pense qu'on aurait pu être encore plus rapide. Et effectivement, je pense que c'est vraiment... ce concept, c'est l'écueil des débutants, quoi. C'est beaucoup de personnes qui cherchent à peaufiner leur produit sans jamais se lancer en ayant peut-être peur des résultats ou peu importe. Peut-être que c'est une manière de procrastiner. Mais quelle que soit la raison, c'est un truc qui revient très, très souvent. Et je vais partir un peu loin, là. Attention, monsieur, je vais partir un peu loin. Vas-y. C'est un peu d'ailleurs du style de Sébastien Marshall, de ce dont on parlait, Strategy Review. Donc, on sait tous que c'est Christophe Colomb qui a découvert les Amériques. Il faut savoir qu'à la même époque, en Chine, ils avaient des bateaux qui étaient 6, 7 fois, 8 fois plus gros, quoi. C'était à côté, le bateau Santa Maria de Christophe Colomb, c'était vraiment c'était un nain, c'était tout petit. Et c'est un peu pareil pour votre produit. Comme quoi, c'est un bateau qui, je pense, c'est vraiment ridicule quand on y pense. Le bateau de Christophe Colomb, ça faisait peut-être 20-30 mètres de long, c'était vraiment pas grand-chose. Il a quand même traversé l'Atlantique. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir le plus gros bateau, le bateau perfectionné pour faire de grandes choses. Ça commence par là et peu à peu, ça s'améliore. Et vraiment, je suis vraiment allé trop loin, donc je vais m'arrêter là. Je pense que vraiment, cherchant un peu, vous trouverez une petite leçon là-dedans. Mais il faut chercher. Donc la leçon, c'est de se dire que on n'est probablement pas les premiers à avoir pensé à un podcast sur le nomadisme digital. Pourtant, on a été les seconds à le faire. Et donc, on a pu lancer rapidement. Le pendant de ça, il faut le dire, c'est que ton MVP, il a beau être lancé rapidement. Effectivement, il peut y avoir des choses qui ne sont pas parfaites. En particulier, pour ceux qui étaient avec nous depuis le départ, les premiers épisodes avaient des petits soucis au niveau du son.
en particulier de ton côté, Paul, où on avait mal configuré notre système de micro et donc du coup, bref, on avait eu des petits soucis de son. Notre site, encore aujourd'hui, a été fait sur WordPress. Peut-être qu'on est passé collectivement dessus 2-3 heures pour faire le site. Et encore, grâce à toi, il est à peu près correct. S'il y avait que moi, ce serait une catastrophe totale. Et je pense que vous le remarquerez si vous allez sur marketingmania.fr, c'est quand même d'un autre niveau que sellingmachine.fr. C'est un truc là-dessus, il n'y a pas à débattre. La question, c'est que voilà, c'est l'idée d'avoir le produit minimal. Donc, pour un podcast, est-ce que c'est important d'avoir un bon site internet ? La réponse, c'est non. Le podcast ne va pas marcher ou rater sur le site internet, ou même sur le logo, ou même voilà, sur la musique d'intro, qui sont des choses qu'on avait eues au moment du lancement. Mais si tu vas vraiment au minimal du minimal pour un podcast, c'est d'avoir peut-être quelques épisodes, de les faire tourner, de voir comment les gens réagissent, et ensuite de pouvoir adapter là-dessus. Si on avait cherché à faire le podcast parfait, on aurait pu passer 3 mois à peaufiner les trucs derrière, et c'est pas sûr qu'au bout de 3 mois, on ait un meilleur résultat que ce qu'on a maintenant, puisqu'au final, on a appris aussi du feedback qu'on a eu. Nous, on s'est amélioré dans notre interaction. Et on aurait perdu 3 mois aussi. On communique ensemble. On aurait perdu 3 mois concrètement. Le temps, ça a de la valeur, et plus vous délayez, outre l'expérience, ce qui est vraiment important, outre ça, à chaque fois que vous retardez d'un mois la sortie de votre produit, c'est un mois de perdu concrètement. Même s'il est amélioré, il faut vraiment qu'il soit très 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 amélioré pour que ça vaille le coup. Donc il y a cet aspect, en particulier quand tu vas faire quelque chose comme un podcast ou un blog, etc., quelque chose qui va être, ou un produit qui va être relativement émotionnel, qui est vraiment lié à toi, c'est ton bébé, ou t'as pas envie que ton bébé il naisse déformé, t'as envie qu'il soit beau, qu'il soit présentable. Ça, c'est une bonne comparaison ça. Avant de le montrer aux gens. Et donc c'est pas forcément un calcul qui est rationnel, mais c'est un calcul qui est compréhensible, c'est-à-dire que au départ t'as fait quelque chose, et tu te dis le truc que j'ai fait il est pas si bien que ça, je vais le peaufiner avant de le sortir. Est-ce que toi t'as eu cette sensation parfois d'avoir fait quelque chose qui n'était pas vraiment au niveau de tes attentes? Ouais, d'avoir fait une grosse merde et de devoir quand même la présenter au monde. Ouais, ça a été le cas. Je pense que c'est tout le cas pour notamment notre premier épisode. Moi, podcastingmachine.fr, et toi, peut-être Marketing Mania, ou peut-être t'as déjà l'expérience, là, peut-être dans la séduction alors. Mais le premier épisode, si je m'étais écouté que moi, je l'aurais jamais sorti, parce que pour moi, c'était une catastrophe totale. Quand je l'écoutais, j'étais vraiment dans le malaise, parce que j'ai quand même fait l'effort de le réécouter. Je me sentais, je dis, ce truc-là, je peux pas le présenter aux gens, c'est pas possible, mais des fois, voilà, faut passer outre. Il y a aussi l'aspect que généralement vous êtes votre plus grand critique. Pas tellement parce que vous jugez de manière plus dure ou pas, mais surtout parce que vous êtes plus investi dedans en fait. Les gens qui tombent sur votre podcast, par exemple, s'il est pas très bon, ils vont pas y réfléchir pendant 3 ans quoi. C'est comme ça, c'est pas très important. Alors que vous êtes investi dedans et il faut que ce soit parfait. Mais effectivement, et j'ai souvent ressenti ça. De toute façon, chaque début de business, quand j'ai commencé, c'est une catastrophe. Mon site de jeux vidéo, quand je l'ai commencé, la première version, c'était totalement hallucinant. C'était en gros une page blanche d'accueil avec juste des liens, donc vraiment des liens hypertextes vers les différents articles. C'était ça quand même. Il faut se rendre compte à quel point c'était pourri. Et tout mon business, ça a commencé avec, notamment en matière de design, c'est une catastrophe totale. J'ai toujours privilégié l'aspect contenu que l'aspect design. Parce que c'est l'aspect le plus minimum. Sur le design, c'est vraiment un truc, si t'es pas pro là-dessus, où ça peut être un puits infini de temps, où tu vas passer 1 heure de ta vie à bouger une image de 3 pixels, ou à modifier ton logo, ou à modifier l'emplacement de ton menu, ou à modifier les couleurs de ton thème. Si tu vas aller jouer un peu avec ça, c'est là où tu peux passer un temps absolument excessif. Là où, si tu réfléchis bien, c'est pas vraiment le design qui va faire le succès ou l'échec de ton business. Dans certains cas, avoir un meilleur design peut te faire gagner des pourcents de vente, tu vois, te faire gagner 15-20% de vente, ce qui est important quand tu as un business qui tourne, mais quand tu débutes, c'est pas le cas. C'est ça, tu touches à la question d'échelle en fait. Ouais. Tu touches exactement à la question d'échelle, c'est que si on parle en termes de pourcentage, si votre très beau design vous permet de gagner 5% de conversion de plus, c'est monstrueux sur un business qui est gros, sur un business que vous venez de débuter, ça a très peu de valeur. Ouais. Ça, il y a un nom pour ça qui s'appelle l'optimisation prématurée. L'optimisation prématurée, c'est quand tu cherches à optimiser quelque chose avant le moment où ça devient judicieux de le faire. C'est-à-dire que si, pour les ingénieurs par exemple, quand ils codent une application, si ton application
a 30 utilisateurs, tu peux te permettre qu'elle soit un peu mal codée, qu'il y ait des choses qui soient pas très bien optimisées, etc. Tu auras juste besoin de l'optimiser plus tard. Donc si tu optimises les choses trop tôt, tu vois, si tu cherches à que ton site soit parfait avant d'envoyer du trafic dessus, c'est prématuré parce que tu aurais mieux fait de passer ce temps-là à aller chercher du trafic. Donc tu te concentres sur des choses qui sont annexes. Donc sur un podcast, tu vois, typiquement sur là, si on avait 30 000 personnes qui nous écoutaient chaque mois, on aurait intérêt à avoir un site bien chiadé, qui capture au maximum les emails, qui peut monétiser un peu les trucs derrière. À l'échelle où on en est, avec le nombre de visiteurs qu'on va recevoir, on peut se permettre d'avoir quelque chose qui n'est pas totalement optimisé, puisque notre temps est mieux investi à enregistrer de nouveaux épisodes ou éventuellement à faire la promotion des podcasts qu'on a déjà enregistrés. Promotion qu'on fait pas d'ailleurs. Donc j'y pense, on fait aucune promotion. Qu'on ne fait pas d'ailleurs, ouais. Non. À part répéter 4 fois par épisode de faire des évaluations iTunes. Ça. Sur ce sujet-là, il y a une citation qui m'a beaucoup marqué, qui vient d'un mec qui s'appelle Ira Glass. Donc Ira Glass, c'est quelqu'un qui est le producteur d'un podcast qui s'appelle This American Life, qui est Est-ce que tu vas la lire en anglais ou pas? Est-ce que tu te lances je vais la traduire en temps réel, donc ça va être intéressant. La citation d'origine donc est en anglais. Le mec produit le podcast This American Life, qui est le plus gros podcast aux États-Unis. Donc je suppose que c'est un des plus gros podcasts au monde. Et qui est assez génial d'ailleurs. Qui est assez fantastique. Et donc la citation, c'est donc je vais vous la traduire. Elle est en anglais à l'origine. Vous pouvez la retrouver on mettra un lien vers la citation dans l'article. Je vais vous la lire du coup en traduit. Donc voilà, la citation c'est personne ne dit ça aux débutants et moi j'aurais voulu que quelqu'un me le dise quand j'ai commencé. Ceux d'entre nous qui font un travail créatif, on commence à faire ça parce que nous avons du goût. Et c'est ici que se trouve la différence. Pour les premières années où vous faites des choses, c'est pas très bon. Ça essaye d'être bon, ça a du potentiel, mais c'est pas encore là. Mais pourtant, votre goût, la chose qui vous a convaincu de rentrer dans ce jeu-là, il est encore au niveau. Et donc, dans le game. Dans le game, je sais pas trop comment je traduis ça. Et votre goût, c'est la raison pour laquelle votre travail vous déçoit. Beaucoup de gens n'arrivent jamais à dépasser cette phase et ils abandonnent. Mais la plupart des gens que je connais qui font un travail créatif intéressant sont passés par cette période. C'est-à-dire que pour nous, sur un podcast, voilà, on peut parler justement de Ira Glass avec son podcast This American Life, qui est un podcast avec un storytelling incroyable, avec un niveau de production excellent, voilà, un truc qui est parfait, qui est super bien foutu. Si tu regardes, ça fait 15 ans qu'ils le font. Et nous, quand on commence notre podcast, on parle pas aussi bien, on bégaye un peu, on se répète, on se coupe la parole, la qualité son est pas parfaite. Et donc, si on se compare à nos modèles, aux choses qui nous inspirent, clairement, on n'est pas aussi bon. On a ces références-là, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est la phrase cruciale qui dit, je sais plus comment tu as traduite, mais en gros, et votre goût fait que c'est pour ça que vous êtes déçu, en fait. C'est parce que justement, vous avez commencé à faire cette activité-là parce que ça vous intéresse, vous avez bon goût en la matière. Et justement, vos résultats, ce que vous produisez ne correspond pas à, on va dire, à vos références, quoi. Et je pense que tant qu'il y a cet écart-là, il faut accepter que votre travail n'est pas très bon et quand même le publier jusqu'à justement atteindre un niveau où vous êtes satisfait de ce que vous faites. De ce que vous faites, pour me foncer. Et d'ailleurs, Stan, c'est une petite question annexe. C'est pas Ira Glass qui aurait fait cette erreur, mec. Est-ce que tu es satisfait justement de ce que tu fais dans certains domaines, par exemple? Est-ce qu'il y a un truc où tu dis c'est bon, je suis arrivé au niveau où je voulais être? Il y a certains domaines où je suis satisfait de ce que je fais. C'est les domaines où ça évolue pas mal. Par exemple, en termes de publicité Facebook. Je considère que là, je suis vraiment au taquet. Mais par exemple, tu vois, en termes de podcasting, et pourtant, moi, je podcast depuis très longtemps. Mon premier podcast a été lancé en 2013. Donc, ça fait quand même plusieurs années que j'enregistre des épisodes toutes les semaines. Et encore aujourd'hui, quand je me réécoute, il y a des progrès très nets qui ont été faits. Mais je suis pas encore au niveau du storytelling, d'un Ira Glass. Je suis pas encore au niveau des capacités d'interview d'un Tim Ferriss. Je suis pas encore au niveau d'un podcast comme le Tropical MBA. Donc par rapport à mes références, aux gens que j'écoute, je suis encore un peu en dessous selon mes propres jugements. Aujourd'hui, je considère que ce que je fais est bon, tu vois, c'est un niveau correct, mais je pense qu'il y a moyen de faire tellement mieux.
que je continue à ressentir voilà, ce phénomène-là où mon goût vis-à-vis du podcasting ou de l'écriture ou du produit ou du marketing fait encore que je suis parfois déçu par ce que je peux produire. D'accord. Et justement, pour revenir un peu peut-être aux gens qui nous écoutent, je pense qu'il y a ce problème justement de ne pas oser sortir quelque chose qui est un peu imparfait. Ça se manifeste de deux façons. La première, c'est les personnes qui tout simplement se lancent jamais vraiment. Enfin, travaillent sur quelque chose, travaillent dessus, puis lancent pas. Ou alors, le lancent, mais ont un peu honte. Donc, ils vont pas vraiment à fond. Ça peut exister aussi. Et aussi un autre cas que je rencontre assez régulièrement, c'est les personnes qui vont penser que ce problème, ça peut juste se résoudre par argent. Et donc, ils vont mettre 5 000 € dans le design de leur site. Ils vont payer une agence de référencement 3 000 € pour les référencer. Et ils vont un peu, on va dire, ils vont un peu masquer ce complexe en jetant de l'argent, quoi. Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça? Est-ce que c'est ce que tu as rencontré aussi? Ça, c'est souvent un effet de débutant où ils se disent bah ok, on va investir de la thune dans le site pour commencer. Moi, c'est quelque chose que je vois souvent dans l'idée que il faut que ce soit parfait pour lancer parce qu'ils ont l'impression qu'une fois qu'ils ont lancé, tout le monde va savoir qu'ils existent. Ce qui est une erreur qui disparaît assez rapidement quand tu as commencé à faire du business. Tu t'aperçois que c'est très difficile de convaincre les gens de prêter attention à ce que tu fais. Donc au final, si tu lances avec quelque chose et que c'est pas encore assez bon, ce qui va se passer, c'est que personne ne va en entendre parler. Donc en fait, t'as rien perdu. C'est pas comme si tout d'un coup, t'allais lancer publiquement. T'es pas Steve Jobs avec 5000 mecs qui sont là dans la salle pour te voir lancer le truc. Tu vas pas vraiment avoir de presse ou les gens vont pas parler de toi. Et donc du coup, au final, tu perds rien. Si ton produit est pas encore assez bon, bah tu vas continuer à l'améliorer jusqu'au niveau où il devient assez bon pour faire parler de lui. D'ailleurs, personne n'a parlé de nous, Nomade Digital, il n'y a personne qui a jamais parlé de nous. Donc au pire, effectivement, même si c'était mauvais, bon, bah, c'était pas... Le problème, pour les podcasts, où c'est un peu faux dans ce cas-là, où il faut que ce soit quand même le premier truc soit après correct, c'est que les gens vont réécouter, ou peut-être commencer par le premier, en fait. Et c'est un truc que je pense assez régulièrement, c'est que je me dis, si les gens veulent commencer dans l'ordre chronologique, c'est pas bon pour moi. Est-ce que ça, c'est un souci pour toi, ou bon, c'est comme ça, c'est comme ça? Moi, c'est quelque chose auquel j'avais pensé quand j'avais commencé mon podcast sur la séduction. Mon premier podcast, c'est vraiment si vous écoutez ça dans 6 mois, probablement je serai devenu vachement meilleur et ces premiers épisodes seront pas bons. Alors voilà, soyez sympas pour moi, on va s'améliorer au fil du temps parce que j'avais encore cette impression que ce que je faisais était pas encore de très bonne qualité, donc je mettais cet aspect où ok, on s'en excuse presque. Effectivement, c'est vrai que sur un podcast, les gens vont avoir tendance à réécouter tes épisodes passés dans l'ordre chronologique. Moi, j'ai pas honte des premiers épisodes de Nomade Digital ou de Marketing Mania et qui continuent, je pense, à tenir bien la route. Même si effectivement, au fil du temps, on est devenu peut-être meilleur au micro, on est devenu mieux coordonné, et puis on a amélioré aussi les histoires de qualité son. Une chose que les gens font parfois, c'est que tu peux aller dans un podcast, par exemple, remplacer ton premier épisode. Donc si tu veux aller réenregistrer ton premier épisode que les gens écoutent au départ, tu peux le faire et tu peux le switcher dans ton flux RSS. Mais c'est de la triche, ça. Moi, je le ressens comme de la triche presque, de faire ça. C'est comme un renier de moi-même, quoi. C'est assez violent, mais c'est un peu... J'y ai pensé, mais ça me paraît... Ça me plaît pas comme idée. Mais encore une fois, remarque, peut-être qu'on part un peu trop sur les podcasts parce que pour la majorité des produits, ce sera très différent parce que vous pouvez faire différentes itérations et chaque nouvelle itération... Et l'itération précédente disparaît. Effacera la précédente. Effectivement, vous n'avez pas de souci là. Mais justement, est-ce que tu as des petites astuces pour passer outre ce blocage? Ce que j'appelle, j'ai inventé l'expression, mais j'ai pas inventé le concept, c'est perfectionnisme bloquant, qui fait que tu seras presque dégoûté par ton propre travail et tu n'oseras pas donc le publier et le sortir. Est-ce que tu as des petites astuces pour passer outre? Ma première idée qui me vient en tête quand tu me poses cette question, c'est quelque chose qui ne sera pas applicable à tout le monde, mais pour moi, c'est l'idée que quand je fais des podcasts, en particulier sur la séduction, quand je commençais, j'avais pas encore trop confiance en moi, j'avais l'impression que ce que je faisais laissait encore à désirer, et pourtant je recevais beaucoup d'emails de gens qui étaient absolument fans de ce que je faisais, qui réécoutaient mes épisodes en boucle, qui m'envoyaient des emails pour me dire que j'avais changé leur vie, etc. Et donc l'idée, c'est que un produit n'a pas besoin d'être parfait pour apporter de la valeur à quelqu'un. Et en fait, l'idée, c'est que tu vas changer ta perspective et avoir une perspective peut-être moins égoïste, moins sur comment est-ce que je parais et plus sur les autres et ce que tu peux leur apporter. Donc par exemple, même si le premier épisode de Selling Machine, le podcast, est pas très bon, tu peux te dire « Ok, j'ai un peu la honte d'avoir publié ça ».
D'un autre côté, tu es le premier podcast sur le sujet à sortir, les gens vont en tirer de la valeur, et donc du coup, tu as apporté de la valeur à quelqu'un, même si ce que tu as fait n'est pas parfait. Donc en repositionnant ta réflexion sur est-ce que j'apporte de la valeur à quelqu'un, tu peux mitiger une partie de cette idée où c'est pas parfait. Et c'est super intéressant, ça, je pense qu'on peut même prendre dans le sens inverse. C'est quand vous sortez quelque chose, vous retirez rien à personne. C'est-à-dire que dans le pire des cas, vous apportez quelque chose au monde, même si c'est de la merde, vous apportez toujours quelque chose. Mais il se passe, à moins que vous fassiez un truc négatif, mais sinon, vous retirez rien à personne. Si vous sortez votre blog, il n'y a personne qui y perd, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de... Effectivement, quand on quitte un peu l'aspect égo et un peu l'aspect centré sur soi-même, et si on réfléchit justement à ce que vous pouvez apporter aux autres, je pense que c'est vrai, je n'y ai pas pensé, mais ça peut être un très bon changement mental, quoi, changement de perspective. Ouais. Et l'autre astuce, c'est d'aller voir comment toutes les plus grosses entreprises récentes ont commencé. Va voir à quoi ressemblait Facebook au début, comment Facebook a commencé, comment Airbnb a commencé, comment eBay a commencé. Et à chaque fois, tu verras l'histoire d'un mec qui a bricolé un truc avec 3 bouts de carton et 2 bouts de ficelle en se disant « Ok, ça apporte une fonctionnalité de base à un marché très limité qui bidouille ça. » Et au fur et à mesure, ça évolue dans quelque chose de différent. Mais personne ne lance une idée complètement formée. Donc voilà, c'est naïf en fait, c'est vraiment un truc de débutant et c'est naïf de croire que tu peux lancer quelque chose de pleinement formé. Et moi je serais le premier à dire que moi j'ai fait cette erreur au départ de penser que les choses pouvaient être bien, que je pouvais avoir le design parfait avant de lancer, etc. Donc je jette pas la pierre à quelqu'un d'autre. Juste qu'avec un peu d'expérience, c'est quelque chose qui finit par disparaître, même si tu peux toujours aller plus vite. Comme tu l'as dit pour le podcast Nomade Digital, il est possible que on aurait pu lancer en fait en 48 heures si on avait vraiment voulu lancer en 48 heures. J'ai pas grand chose à dire. Ça marche. Donc sur ce, j'ai une autre citation, puisque aujourd'hui c'est le jour des citations, à vous donner que j'aime bien. C'est une citation d'un mec qui s'appelle Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn quand même. Et sa citation, c'est si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, tu as lancé trop tard. Et moi, c'est quelque chose auquel j'ai récemment repensé pas mal, puisque je suis en train de lancer un nouveau produit qui est encore un petit peu un petit peu brut de décoffrage, on va dire. Et je me dis, voilà, si on le lance pas comme ça, à quel moment est-ce qu'on va vraiment le lancer ? Sur ce, on va vous reparler évidemment des évaluations iTunes. Pour commencer, on remercie tous ceux d'entre vous qui ont pris le temps de nous laisser des petites évaluations. Pour les autres, vous pouvez tout simplement vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com et puis il y aura un lien vers iTunes pour nous laisser une petite évaluation. Ça prend 3-4 minutes. Ça nous aide beaucoup à être classés dans les rangs. Ça nous aide à avoir un produit toujours plus peaufiné sur le podcast Nomade Digital. Et puis, ça nous aide à réchauffer nos petits égos d'entrepreneurs. Je pense que c'est réchauffer nos cœurs, ça aurait été plus... ça aurait mieux fonctionné. Mais effectivement, ça c'est un truc... c'est un peu... encore, on part sur une petite tangente, mais c'est assez marrant, ça, c'est que... Et les victoires, en fait, tu les mesures pas de manière rationnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que bizarrement, faire une journée record sur Amazon FBA, ça m'apportera peut-être la même joie que voir de nouveaux avis positifs sur iTunes. Tu vois. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais et ça un peu attrait justement si on parle du MVP, c'est que justement, il faut un peu cultiver ces premières petites victoires. Ces 2-3 premières personnes qui vous disent ton produit est génial, ça m'a beaucoup aidé. Il faut à tout prix les cultiver. Et moi, notamment, ce qui est couillon, mais j'aurais pu totalement ne jamais me lancer en tant qu'entrepreneur. C'est passé assez proche. C'est-à-dire que j'ai lancé un site qui n'a pas très bien fonctionné au début, mais je l'ai lancé quand même. C'était pourri, c'était de la merde, j'ai lancé. Et en fait, j'ai un peu abandonné pendant 2 mois. Et après, je suis revenu et j'ai remarqué 2 trucs. Première chose, c'est qu'il y avait un commentaire d'une personne qui m'a remercié pour l'article. Et la deuxième chose, c'était que sur AdSense, j'avais gagné 12 centimes. Et mine de rien, ces victoires-là, c'est ça qui a fait que j'ai persévéré et que maintenant, j'en suis là où j'en suis. Donc, je pense que si c'est un peu annexe, mais c'est essayer de cultiver toutes ces petites victoires et s'en servir comme motivation. Et c'est clairement nous ce qu'on avait dit au départ de Nomade Digital. C'est-à-dire, si vous allez réécouter, on disait clairement dans les premiers épisodes qu'on a prévu de faire 12 épisodes du podcast Nomade Digital.
et qu'on va attendre vos retours, que ce soit par évaluation, par email, par tweet, etc., pour nous dire si ça vous apporte quelque chose. Et donc du coup, on cherchait ces petits éléments de validation qui pouvaient nous indiquer qu'on était sur la bonne voie et qu'il fallait continuer dans cette direction. L'idée étant que si on avait entendu des criquets, si personne n'avait été intéressé par ce qu'on racontait, on aurait fait nos 12 épisodes, notre MVP, et on aurait remballé nos valises et on se serait dit, voilà, l'expérience a été faite et ça a été un échec en l'occurrence. Mais le fait d'avoir ces petites indications, à la fois des chiffres d'écoute, mais aussi ces petites évaluations, ça nous a permis de savoir dans quelle direction se diriger. Donc Paul, est-ce que tu as une anecdote pour boucler cette partie ? La première chose que je tiens à dire, c'est que tu n'arrêtes pas de dire que tu veux t'améliorer en storytelling, et quand tu as l'occasion de raconter une anecdote, tu te défiles. C'est vrai. Ce sera mon seul commentaire. Et après, c'est une anecdote de business auquel je viens juste de penser, qui est assez, je pense, assez marrant. C'est quand j'avais 11-12 ans, je jouais à un jeu sur un navigateur où tu élevais ton poulet de combat. C'est véridique. Le but, c'était d'élever ton poulet de combat pour qu'il combatte les autres poulets qui gagnent. Très bien. Et donc, j'avais des intérêts comme ça à 11-12 ans, c'était mon truc. Peut-être même plus jeune, 10-11 ans. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un blog par rapport à ça, en fait. Par rapport à ce jeu. Et mon plus gros regret dans la vie, c'était de ne pas avoir monétisé ce blog. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, du coup, j'ai pu revenir ensuite voir mes stats. Et je recevais entre 3000 et 4000 visiteurs par jour. C'est-à-dire que ce jeu était à ce moment-là très populaire. Ah ouais. Tu tapais le truc, j'apparaissais en deuxième sur Google, quoi. C'était monstrueux. C'était un blog tout pourri pourtant. C'était vraiment de la merde. Hein. Mais il faut se rappeler, c'était en 2004 par là, quoi. Et donc, si j'avais monétisé ce truc avec AdSense, je me serais fait des milliers de dollars chaque mois à l'âge de 10 ans. Gros regret. Mais justement, c'était un peu quand à cet âge-là, le site était vraiment dégueulasse. Je mettais des polices différentes, plein de couleurs différentes, je mettais des gifs partout. Enfin, tu peux imaginer un gamin de 10-11 ans qui fait son site, quoi. Ouais. Et justement, c'est quand j'hésite à sortir un truc, j'essaie de me rappeler de ce manque un peu de ce manque de complexe. Où à l'époque, c'était même pas que j'osais publier, je me rendais même pas compte que c'était la merde en fait. Et des fois, je pense qu'il faut se ramener à ça. En fait, j'essaie de tirer une leçon de ça. Il n'y a pas vraiment de leçon. Je trouve juste ça marrant que j'ai créé un site avec 3000-4000 visiteurs à 10 ans sur un jeu pour les poulets de combat. Je trouve ça juste assez marrant. Et du coup, ça a été ma première vraie expérience d'entrepreneur sans m'en rendre compte. Ouais, mais t'as toujours des bonnes anecdotes, hein, Paul. Elle était bien celle-là. Bon, du coup, on passe directement à notre section lifestyle. Est-ce que tu as une recommandation pour nous ? J'ai une recommandation, effectivement, un truc que je me suis mis beaucoup trop tard, c'est choper un numéro Skype. Et aussi acheter du crédit. Ça, un truc tout con, mais par exemple, souvent, il y a des services où ils te demandent de lier ton numéro de téléphone. Et ce qui se fait, c'est moi, je change beaucoup de pays. Ce qui fait que des fois, je change de pays, ils me demandent, pour vérifier que c'est bien vous, on va vous envoyer un SMS à votre numéro de téléphone. Sauf que j'ai plus cette carte SIM, j'ai une différente. Enfin, c'est toujours tout un bordel. Et aussi pour appeler vers la France, tout ça. Et donc, je conseille d'utiliser le numéro Skype, d'acheter du crédit. Il faut savoir qu'un appel sur un fixe, c'est très, très peu cher. Il est vraiment très, très peu cher. Pour moi, ça a changé plein de choses. Maintenant, avant, par exemple, quand je voulais contacter les douanes par téléphone, je devais dire à ma sœur de les appeler, tu vois. Maintenant, je les appelle moi-même comme un grand. Le numéro Skype, c'est génial. C'est pas très cher et puis ça, c'est très utile. Exactement, ça vous permet d'utiliser votre compte Skype pour appeler une ligne téléphonique, que ce soit un fixe ou un portable. Moi, j'utilise ça aussi pour appeler. Parfois, j'ai des clients qui n'ont pas Skype. Donc, j'utilise ça pour appeler les gens en France qui n'ont pas Skype. Par contre, moi, je n'ai pas de numéro parce que ça me saoule que les gens m'appellent. Donc, du coup, j'ai pas de numéro. J'appelle juste les gens. C'est juste sortant dans mon côté. Ma recommandation, c'est lié à ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est un bouquin qui s'appelle War of Art, donc la guerre de l'art, par un gars qui s'appelle Steven Pressfield. Je trouve ce bouquin intéressant parce que Pressfield, c'est un romancier et son bouquin, c'est sur l'idée de la résistance, du fait d'avoir une créativité et de devoir lutter pour pouvoir sortir ta créativité, pour pouvoir montrer les choses au monde, etc. Et donc lui, il te dit ça du point de vue du romancier, donc de l'artiste, mais ça s'applique énormément aux entrepreneurs et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui font référence à ce bouquin. C'est un bouquin qui va vous inspirer à
à prendre des risques créatifs, à sortir quelque chose, même si c'est pas encore parfait, à combattre la résistance interne qui vous dit voilà, il vaut mieux faire quelque chose de safe, de pas prendre trop de risques. Voilà, c'est un bouquin que je conseille à beaucoup de monde, y compris des gens qui sont dans le milieu un peu de l'art, etc. Mais pour les entrepreneurs, ça peut vachement vous aider. C'est encore un de ces bouquins qui est vraiment un voyage émotionnel et quelque chose qui va vous donner un modèle mental voilà, de comment accomplir ce trajet-là créatif. Je pense que justement, le cas d'un écrivain, ça illustre très bien la citation que tu as fait plus tôt, la première citation. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quelqu'un qui veut devenir écrivain, c'est-à-dire qu'il a lu des milliers de bouquins par des mecs totalement géniaux, quoi. Ses références sont à un niveau hallucinant. Et du coup, forcément, quand il commence à écrire, ça doit être très douloureux de voir à quel point on est une merde comparé à ce qu'on a pu lire. Donc je pense que, encore, l'avantage, c'est que en business, dans beaucoup de cas, t'as pas vraiment de vraies références, t'as pas vraiment Toi, c'est pas comme si depuis tout petit, je suivais les business Amazon FBA, quoi. C'est pas... T'as moins de complexe à avoir, quoi. Alors que je pense que l'écrivain, ou tous les métiers comme ça, hein, si depuis l'âge de 6 ans, tu lis un bouquin par jour, t'es fan de Flaubert, peu importe, quand tu te mets à toi-même à écrire, ça doit être très, très douloureux. Ouais, et je pense que beaucoup de gens n'arrivent jamais à le dépasser. Hein. Je ne sais pas quel est le taux de succès des gens qui commencent à écrire un roman et qui le terminent, mais ça ne doit pas être très élevé. D'ailleurs, je suis même candidat de ça, parce que je l'ai fait pendant un moment et effectivement, je n'ai jamais réussi à finir. Il y a combien de temps tu l'as fait ? Je l'ai fait, je dois avoir 14-15 ans. Ouais, j'ai eu ça, j'ai eu une petite période comme ça où j'ai essayé d'écrire un truc et... la comparaison est trop dure, en fait. Et c'est le genre de truc où vraiment... Et c'est justement... En plus, je voulais en parler, du coup, j'en parle rapidement. C'est que si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est de l'apprentissage. Et je pense que dans beaucoup de choses, il faut voir ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut se lancer, pas forcément pour réussir immédiatement, mais juste considérer que vous engrangez de l'expérience, vous améliorez, puis voilà. Et je pense que les cas d'un écrivain, c'est... les 1000 premières heures que tu passeras à écrire, elles sont mauvaises, quoi. C'est qu'après que tu commenceras à sortir un travail potable. Et je pense que c'est pareil en termes de business, c'est un peu le même principe. Ouais. Mais j'ai eu la même expérience que toi, entre l'âge de 10 et disons 16 ans, j'écrivais beaucoup de choses. Et ben là, c'est peut-être mon anecdote liée au MVP, c'est-à-dire que j'avais pas du tout une approche de MVP. À chaque fois que je voulais écrire quelque chose, je voulais écrire un roman épique en 15 tomes, etc. J'étais fan de Harry Potter et de beaucoup de romans de fantasy. Donc je voulais jamais écrire un truc modeste, tu vois, qui pouvait être bouclé en un week-end ou en une semaine. Il fallait toujours qu'il y ait 12 tomes, 140 personnages, un plan de ouf. Vraiment un truc épique, quoi. C'est vraiment ça, ouais. Donc au final, j'arrivais à écrire, tu vois, 5-6 chapitres. Mais bon, pour aller écrire Le Seigneur des Anneaux, quand t'as 14 ans, tu vois, il faut aller le chercher, quoi. Et donc du coup, cette focalisation sur les choses avec lesquelles je me comparais, voilà, en termes de référence, et puis le fait que je comprenais pas le concept de MVP, de pouvoir faire quelque chose d'imparfait, mais au moins de pouvoir le sortir et d'avoir quelque chose qui est là, qui est fait, a fait que j'ai jamais pu avancer. Et la seule chose que j'ai pu terminer là-dessus, c'était voilà, un truc qui faisait que 40 pages, une histoire bien contenue, qui avait une cohérence du début à la fin, et qui était du coup un MVP, qui était pas terrible, mais au moins c'était sorti et ça existait, c'était quelque chose voilà, qui pouvait être concret, plutôt que l'ensemble des trucs. À un moment, j'avais même essayé d'écrire un manga, hein. Et pour ceux qui suivaient les mangas à l'époque, moi mon référence c'était Naruto, qui a 75 tomes. Voilà, j'étais pas sorti de l'auberge. Mais ça, ce sera mon dernier point là-dessus, c'est que justement, je pense qu'il faut essayer aussi de comprendre les mécanismes derrière. C'est-à-dire que par exemple, regarder plein de films et ensuite essayer de faire un film, ça marchera pas. Par contre, si vous essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que ce film fonctionne, comment est-ce que c'est filmé à ce moment-là, qu'est-ce qui crée le suspense, essayer de passer un peu de l'envers du décor, je pense que c'est le meilleur moyen justement pour essayer ensuite de reproduire après correctement. Ouais. Sur ce, alors qu'on est parti sur une tangente absolument faramineuse, on va donc terminer cet épisode. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomade Digital. Et d'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner, nous laisser un message vocal ou nous laisser une évaluation sur iTunes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À jeudi prochain.